Bonjour à tous, donc merci de nous retrouver pour cette deuxième conférence consacrée à la prise en charge du cancer colorectal. Donc, depuis quelques années, le mois de mars est le mois consacré à la sensibilisation au dépistage des cancers du côlon et du rectum. Et nous avons souhaité, pour accompagner cette sensibilisation, parler de différentes étapes de diagnostic et de prise en charge de ce type de cancer. Donc la semaine dernière, on a abordé essentiellement la problématique du dépistage et du diagnostic, et qui a été l'occasion de rappeler que le dépistage du cancer colorectal concerne tout le monde. En effet, toutes les personnes entre 50 et 74 ans sont invitées tous les 2 ans à réaliser un test de dépistage qu'on appelle le test immunologique fécal. Pour certaines personnes, lorsqu'il y a des antécédents familiaux ou des symptômes, il est parfois recommandé de faire une coloscopie, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à nous poser vos questions en commentaire. On répondra à ces questions, en particulier le 31 mars, lors d'une séance dédiée à la réponse aux questions après diffusion de toutes les conférences. Donc aujourd'hui, on va aborder une problématique complètement différente et un progrès indéniable en cancérologie qui est la biologie moléculaire. Donc qu'est-ce que c'est que la biologie moléculaire? Qu'est-ce que ça apporte et comment on fait en pratique? Donc pour parler de cette thématique, on est 2 experts aujourd'hui, le docteur Benjamin Bonhomme qui est anatomopathologiste et biologiste moléculaire à l'Institut Bergonié, et moi-même, docteur Simon Pernaut, gastro-entérologue et oncologue digestif. Donc, docteur Bonhomme, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que le criblage moléculaire et comment on fait ces criblages moléculaires? Alors en fait, le cancer, c'est une maladie de l'ADN. Donc en fait, faire le criblage moléculaire, en fait, c'est recenser l'ensemble des anomalies moléculaires qui sont présentes dans la tumeur. Et donc ces anomalies moléculaires, comment est-ce qu'on les recherche en pratique? Donc généralement, on utilise du tissu, c'est-à-dire des biopsies ou des pièces opératoires qui ont été faites au cours de la prise en charge du patient. Donc il y a plusieurs étapes. D'abord, on extrait l'ADN, l'ADN qui est enfermé dans le noyau des cellules. Ensuite, après, on séquence les gènes. Il y a souvent des étapes de bioinformatique qui permettent de mouliner les données. Et ensuite, intervient le biologiste qui va donc interpréter ces anomalies et leur donner un sens biologique et donc un intérêt clinique derrière. Donc, du coup, il existe plusieurs techniques. Il existe des techniques très ciblées pour rechercher des mutations, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup des techniques de séquençage de haut débit ou de nouvelle génération qui permettent de séquencer d'emblée, en même temps, sur une même manip, plusieurs gènes, un panel de gènes, en même temps, au cours d'une même technique. Donc, ça, on le fait essentiellement sur du tissu, mais maintenant se développent des techniques dites de biopsie liquide. C'est-à-dire qu'une tumeur qui pousse, eh bien, elle peut relarguer dans le sang des fragments d'ADN et qui peuvent être captés par une simple prise de sang. Donc on va appliquer les mêmes techniques que sur le tissu. Donc ces techniques de biopsie liquide sont bien établies dans la prise en charge du cancer du poumon, ils sont même dans la routine. Donc on ne sait pas encore en routine, mais peut-être qu'un jour ça va se développer. D'accord. Donc vous nous avez parlé de gènes, de mutations, et en particulier, on entend parler souvent en cancérologie d'oncogènes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un oncogène? Alors déjà, un gène, c'est une partie de l'ADN qui code pour une protéine qui va avoir une fonction. Onco, c'est un peu synonyme de cancer, donc un oncogène, c'est un gène du cancer. Donc il n'existe pas des gènes dédiés au cancer dans les cellules, c'est juste que ce sont des gènes qui ont un rôle dans la vie d'une cellule. Une cellule, à un moment donné, elle a besoin de proliférer, de grandir, et donc c'est ces gènes qui vont intervenir. Donc ils vont avoir un rôle physiologique. Mais dans le cancer, qu'est-ce qui se passe? C'est les mutations et les altérations, elles vont perturber la régulation de ces gènes, et donc ces oncogènes ne sont plus sous contrôle, et donc cette prolifération va se faire de manière anarchique, et donc plus du tout de manière contrôlée. Il existe aussi en parallèle des oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeurs, dont le rôle est donc d'empêcher une cellule de devenir tumorale et donc cancéreuse. Donc pour obtenir un cancer, il faut à la fois activer des oncogènes et inhiber, donc faire perdre la fonction à des gènes suppresseurs de tumeurs. D'accord. Et si on trouve une mutation donc, sur ces différents gènes, est-ce que ça veut dire que c'est des mutations qui sont héréditaires et qui peuvent être transmissibles dans la famille? Alors non, dans la majorité des cas, ce sont des mutations qui sont propres à la tumeur, qui vont survenir avec le temps ou sous l'influence de divers facteurs de risque. Donc ces mutations sont propres, elles sont propres à la tumeur. Mais comme je vous l'ai dit, dans le cadre des maladies héréditaires, comme j'ai dit avant, il fallait plusieurs événements moléculaires pour pouvoir obtenir un cancer. Donc dans les maladies héréditaires, un des événements est déjà présent et peut être transmissible, mais ce n'est pas la majorité des cas.
Et donc c'est pour ça que les maladies chez ces patients arrivent plus tôt, parce qu'il y a déjà un des événements, mais ça c'est une minorité des cancers du côlon. La majorité des cas, ce sont des mutations qui sont simplement qui arrivent avec le temps, mais qui sont uniquement localisées dans la tumeur. D'accord, ok. Et alors, en pratique, du coup, à quoi va servir cette recherche de mutations qu'on peut faire maintenant avec les techniques que vous nous avez décrites? Donc, cette recherche de mutation, c'est établir en fait une sorte de carte d'identité génétique de la tumeur, et parmi toutes ces anomalies, certaines eh bien, sont pertinentes parce qu'elles peuvent être ciblées par des thérapies, et donc elles peuvent guider la prise en charge et le traitement du patient, et donc c'est là où tu interviens. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans le cas précis du cancer du côlon, maintenant depuis plusieurs années, on identifie un certain nombre d'altérations moléculaires, d'anomalies moléculaires qui permettent vraiment de classer les cancers du côlon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cancer du côlon, mais il y a plusieurs cancers du côlon. Ce qu'on cherche en routine maintenant et de manière quasiment systématique, c'est premièrement une anomalie qui s'appelle l'instabilité des microsatellites. Les microsatellites, c'est des séquences d'ADN particulières qui peuvent être anormales dans à peu près 5 à 15% des cancers du côlon. Et quand on la trouve, ça a une implication importante parce que ça peut changer les indications de chimiothérapie, notamment après une chirurgie d'un cancer. Ça peut parfois mener à l'utilisation d'une immunothérapie, ou ça peut également parfois amener à un dépistage de formes, pour le coup, héréditaires et familiales, qui ne représentent qu'une faible partie de ces anomalies. Alors il y a d'autres mutations qu'on recherche de manière systématique, qui s'appellent les mutations RAS et BRAF. C'est des mutations qu'on recherche chez tous les patients qui ont des cancers du côlon et qui doivent recevoir une chimiothérapie, pour adapter le traitement et pour classer ces tumeurs. Et donc ça permet une utilisation de thérapies ciblées qui seront adaptées à la situation. Alors, Simon, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une thérapie ciblée? Oui, alors une thérapie ciblée, on a vu donc il y a un certain nombre de mutations qui sont sur l'ADN de la tumeur, dont certaines qui sont sur les oncogènes, d'autres sur d'autres gènes, mais ces mutations, elles sont à l'origine, dans un certain nombre de cas, du développement et de la progression du cancer. Donc les thérapies ciblées, le but c'est de bloquer cette progression du cancer en ciblant directement ces anomalies moléculaires qui sont spécifiques de la tumeur. Donc une thérapie ciblée, ça peut dans certains cas agir directement sur la cellule cancéreuse. On peut imaginer qu'une mutation entraîne par exemple l'augmentation d'un récepteur à la surface de la cellule cancéreuse. Le but de la thérapie ciblée, dans ce cas-là, va être de bloquer le récepteur, et en bloquant ce récepteur, on bloque les mécanismes qui font que la cellule cancéreuse prolifère. Dans d'autres cas, ça va jouer non pas directement sur la cellule cancéreuse, mais sur ce qu'on appelle le micro-environnement, c'est-à-dire tout ce qui accompagne la cellule cancéreuse. Et notamment, il y a une classe de traitement qui va bloquer la formation de vaisseaux sanguins. Et en bloquant cette formation, on va affamer les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle les anti-angiogéniques. Donc le terme de thérapie ciblée, dans ce sens, il renvoie au principe de cibler une anomalie moléculaire spécifique qui devient la cible du traitement. Et comme les anomalies moléculaires sont différentes pour chaque cancer et même souvent pour chaque patient, et ben, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, puisqu'on adapte le traitement aux anomalies qu'on trouve. Et ce terme de thérapie ciblée, il renvoie également au fait de cibler non pas seulement l'anomalie moléculaire, mais plus généralement la tumeur par rapport aux cellules non cancéreuses. Pourquoi? Parce que ces anomalies moléculaires, elles sont portées que par la tumeur, ou dans d'autres cas, préférentiellement par la tumeur. Ce qui veut dire que quand on utilise ces traitements, on va détruire plus particulièrement les cellules cancéreuses et beaucoup moins les cellules non cancéreuses. Et donc ça a une importance en termes d'effets secondaires en particulier, parce que, au contraire de la chimiothérapie qui détruit toutes les cellules qui se reproduisent vite, la thérapie ciblée va avoir une action plus spécifique sur la cellule cancéreuse. Et donc ça permet d'éviter certains effets secondaires, comme par exemple la diminution des globules. Ça ne permet pas d'éviter tous les effets secondaires, et en particulier, il y a des effets qui sont spécifiques du coup à ces thérapies ciblées. D'accord, donc est-ce qu'une thérapie ciblée, c'est toujours quelque chose d'expérimental? Non, ce n'est pas toujours quelque chose d'expérimental, et dans le cancer du côlon, on utilise depuis très longtemps à la fois les criblages moléculaires et à la fois les thérapies ciblées. On a parlé tout à l'heure des instabilités des microsatellites, et on a parlé aussi des gènes RAS et BRAF. On sait que ces anomalies qui sont recherchées systématiquement dans les cancers du côlon lorsqu'il y a des métastases permettent d'adapter la prise en charge, dans certains cas d'utiliser des immunothérapies, et dans d'autres cas d'utiliser des thérapies ciblées qui sont maintenant utilisées en routine depuis plus de 10 ans.
Donc dans ce cadre-là, on n'est pas du tout dans des stratégies expérimentales, puisqu'on utilise ça en routine depuis 10 à 15 ans. Par contre, il y a un nombre de plus en plus important de protocoles de recherche clinique qui regardent non pas ces quelques gènes dont on a parlé, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, un nombre important de gènes, parfois plusieurs centaines de gènes, et ça, c'est de la stratégie expérimentale. Pourquoi? Parce que quand on retrouve une anomalie sur ces gènes, ça peut amener à tester de nouveaux traitements. Donc ce n'est pas des analyses complémentaires qui sont proposées à tout le monde, elles sont proposées au cas par cas, lorsque l'oncologue envisage de traiter le patient dans le cadre d'un essai clinique. Pour tester des nouveaux traitements qui cibleront cette fois des anomalies qui ne sont pas testées en routine. Donc ces nouveaux traitements qui peuvent être testés, c'est parfois des traitements qui sont utilisés dans d'autres types de cancers ou dans d'autres situations qui sont déjà connues et donc qu'on connaît mais qui ne sont pas connus pour le cancer du côlon. Et dans d'autres cas, ça va permettre de tester des nouveaux médicaments qui ciblent parfois des nouvelles cibles qu'on vient de découvrir ou des nouveaux mécanismes. Donc ces essais cliniques qui sont basés sur le profil moléculaire de la tumeur, ils visent à évaluer l'efficacité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que même si le mécanisme apparaît finalement assez direct et assez simple, on va bloquer une cible, la réalité, c'est malheureusement pas une efficacité dans tous les cas. Elle est plus complexe que ça. Et il n'est pas possible de se fonder uniquement sur la présence d'une anomalie moléculaire pour prédire l'efficacité d'un traitement. Donc du coup, il est nécessaire de démontrer l'efficacité d'un traitement et c'est le rôle de ces essais cliniques auxquels on peut proposer la participation aux patients de démontrer l'efficacité de ces traitements. Et donc le patient peut bien sûr accepter ou refuser à la fois les criblages moléculaires complémentaires et les essais cliniques pour les différents traitements. Donc, on doit malheureusement clôturer cette conférence. C'est assez compliqué de résumer des dizaines d'années d'évolution de la connaissance de la cancérologie en quelques minutes, mais on espère que ces quelques minutes et ces quelques questions vous auront permis de comprendre les nouvelles stratégies globales sur le cancer colorectal. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir lors des séances futures, en particulier le 31 mars. Vous pouvez donc poser vos questions et on rediffusera également les différentes conférences à cette occasion. Donc on vous remercie de votre attention et on se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, on abordera la prise en charge des cancers du côlon lorsqu'il y a des métastases et on verra comment ces tumeurs et cette prise en charge peut, dans certains cas, devenir une prise en charge qui fait appel à plusieurs intervenants, notamment les radiothérapeutes, les chirurgiens et les radiologues interventionnels, permettant parfois une prise en charge avec plusieurs types de traitements et une prise en charge qui devient chronique. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci.